Cette conférence de presse était l'occasion pour les chefs des partis politiques de l'opposition d'exprimer leur mécontentement face à l'Agence nationale de gestion des élections. Pour eux, cet organe en charge de l'organisation des élections n'est pas représentatif des réalités politiques du moment et appelle à sa réforme pour garantir la transparence des futures élections. Nous nous trouvons donc face à une impasse qui découle principalement de l'obstination des institutions en charge des élections à refuser toute véritable concertation avec l'opposition sur le processus électoral. Les prises de décisions unilatérales concernant l'organisation et la gestion des élections par l'Agence nationale de gestion des élections depuis l'élection présidentielle du 6 mai 2024 et qui avaient occasionné des contestations et des accusations sont encore sur la piste, malgré les plus expresses réserves de certains partis politiques, dont nous. Le statut du cadre national de concertation politique également n'a pas été perdu de vue par ces hommes politiques. Ils souhaitent la redéfinition de son rôle. Aussi, ils ont insisté pour un découpage administratif et électoral juste et équilibré qui prend en compte les réalités de chaque province. Par cette coupure de ruban, le consulat général de la République du Tchad à Dakhla ouvre officiellement ses portes. Cette inauguration symbolise la volonté des deux pays, le Tchad et le Maroc, à renforcer leurs liens de coopération. Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a salué cette initiative affirmant que l'ouverture du consulat général du Tchad à Dakhla témoigne du soutien indéfectible de ces pays frères à la maroquinité du Sahara. En écho, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères tchadien, Abderrahmane Kouramala, a réaffirmé la position constante du Tchad concernant l'intégrité territoriale et la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. Les deux ministres ont également souligné l'intérêt manifeste des chefs d'État pour le développement des relations commerciales entre les deux pays, en particulier dans le cadre de l'initiative du Royaume du Maroc qui favorise l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. À ce sujet, le ministre d'État tchadien a réitéré l'adhésion du Tchad à cette initiative, notant qu'elle s'inscrit parfaitement dans les ambitions des États du Sahel sans littoral et qu'elle contribuera à améliorer les conditions de vie des populations tant dans le Sahel que dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Cette cérémonie a été l'occasion pour les deux diplomates de signer plusieurs accords, notamment un accord relatif à la reconnaissance réciproque des permis de conduire, un accord cadre de coopération dans l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation, un mémorandum d'entente sur la coopération technique dans le domaine de l'aviation civile, un mémorandum d'entente concernant les forêts et une convention visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale sur les revenus. Situé à l'entrée sud du grand marché de N'Djamena, foyer du combattant et lieu chargé d'histoire, semble être à la croisée des chemins entre le passé glorieux et une réalité plus austère. Ce bâtiment, autrefois symbole de l'honneur des anciens combattants qui ont libéré la France des griffes nazies, peine aujourd'hui à conserver son éclat d'antan. Depuis 1962, c'est pour les combattants qui sont venus de l'armée française. C'est des billets comme notre cadeau que les Français nous ont construit les maisons des anciens combattants. Mais ce n'est pas seulement au Tchad, mais c'est un peu partout dans tous les pays africains. En dépit de son état de délabrement, Ebar a ouvert ses portes à l'intérieur de ce monument historique. Le lieu, devenu un espace de rassemblement pour les commerçants du grand marché, contraste fortement avec la commémoration grandiose du 80e anniversaire du débarquement de Provence qui s'est déroulé hier en France. On a fait cotisation des anciens combattants. Donc, ce qui donne un peu là, on a ouvert encore les foyers, on a fait les magasins. Devant la porte là, on a un peu pris quelques magasins, petits boutiques là. On a donné au logement, les gens louent. Et puis, le pain de mort là, ça rentre dans notre caisse, un peu, pour que les anciens combattants. Et si un ancien combattant malade, avec ceux-là, on les donne quelque chose un peu. À l'intérieur, les murs portent encore les marques de ce passé glorieux. Des messages forts et des dates clés rappellent les temps forts de l'histoire militaire, bien que les conditions soient loin d'être idéales.
Ce bâtiment mérite d'être restauré et préservé pour que les sacrifices d'hier ne tombent jamais dans l'oubli. En ouverture de l'actualité en bref, le président de la République, Mahamadou Idriss Déby Itno, a reçu ce matin en audience le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Tchad. Monsieur Jacques Boyer, arrivé en fin de mission au Tchad, le diplomate onusien a été décoré par le chef de l'État qui a fait de lui officier de l'Ordre national du Tchad avant de saluer sa précieuse contribution en faveur de la protection de l'enfance au pays de Toumaï. 2 courriers ont été envoyés aux autorités internationales par les avocats d'Ismaël Ngakoutou, ancien directeur général adjoint de Commercial Bank Tchad, dénonçant son enlèvement par les fonctionnaires de l'Agence nationale de sécurité de l'État et sa détention au secret depuis le 10 juillet 2024. Ces avocats n'ont pas accès à lui et s'inquiètent pour son état de santé. Ils demandent à l'ONU une libération immédiate, une enquête sur sa privation de liberté et une recommandation sur la réparation adéquate. Une plainte contre X a également été déposée devant le tribunal judiciaire de Paris pour enlèvement, détention ou séquestration punissable de 20 ans de réclusion criminelle. Un homme de 40 ans souffrant de troubles psychiques s'est noyé dans le bassin de rétention d'Abena le jeudi 15 août 2024. Son corps a été repêché par les piroguiers le vendredi suivant. La famille désemparée a tenté de retrouver le corps dès les premières heures du 16 août avant de faire appel aux piroguiers pour les aider. Son corps a finalement été retrouvé et remis à la famille. Et enfin, par un arrêté pris le 13 août, le préfet du département de la Kabia, Berangoto Germain, a suspendu le maire de la ville de Gounogaya, Ndeme Mbaïsema, pour faute grave et négligence professionnelle. Difficile de voir la terre. Ici, les eaux ont tout englouti. Une vague d'inondation qui frappe de plein fouet la capitale tchadienne. Et la grosse pluie d'hier a accentué la situation. Voies transformées en rivières, des maisons dans l'eau, les désarrois des riverains s'entendent même de loin. Il faut qu'il y ait un moyen également afin que l'eau puisse se drainer vers le Chari là-bas. Mais il n'y a pas ce moyen et actuellement, communément appelé Bouta, est envahi et ça retombe sur nous, les cannibaux même. On demande le secours de l'État afin qu'il y ait quelque chose. Car actuellement nous sommes envoyés et nous savons comment faire. Et c'est une route connue par tout le monde et c'est la route principale comme le maire même emprunte. C'est pas honteux ça. Le maire principal, le maire du 7e arrondissement qui vient emprunter et c'est chaque année qu'on voit, c'est le même mystère, même scénario là qui se répète. On n'arrive pas à comprendre où c'est une stratégie seulement pour nous bloquer dans cette misère là, afin que vraiment chaque année là, les aides viennent, on n'arrive pas à comprendre. D'autres grosses pluies sont annoncées par l'Agence nationale de météorologie. Facto, la situation risque de perdurer jusqu'à mi-septembre, voire octobre. Engloutis par les eaux de pluie, les habitants du quartier d'Embe dans le 7e arrondissement ne savent à quel sens se vouer. Exposés au bord du goudron, assis à même le sol, ils attendent désespérément de l'aide. L'infiltration d'eau a débuté à 2 h du matin. Nous avons d'abord tenté de la contenir en utilisant des sacs. Mais la situation nous a rapidement échappé. L'absence de points d'évacuation a provoqué un reflux dans nos chambres. Contraints d'évacuer nos effets personnels, nous n'avons eu d'autre choix que de quitter les lieux. C'est autour de 22 heures que l'eau a fait irruption dans leur maison. Évacués par les autorités communales, à l'aide des pirogues, c'est finalement au bord du goudron que ces sinistrés ont trouvé refuge. La ville de Mao, menacée de disparition. Ici, les ravins détruisent tout, maisons, routes, une destruction accélérée par les pluies qu'enregistre successivement la ville. Pour se rendre à l'évidence, le ministre des Infrastructures est sur les lieux. Il constate tristement les dégâts. C'est des sortes de cratères en plein centre-ville et qui non seulement font des dégâts matériels mais même humains. Il y a eu même mort d'homme sur cette situation-là que nous déplorons et présentons nos condoléances aux familles. Donc nous sommes venus en perspective aussi d'un grand projet du chef de l'État, à savoir les 20 km de voirie urbaine. Dans ces circonstances, il faut identifier dans ces zones de ravins quelles sont les problématiques. La ville de Mao n'est pas la seule au monde, il y a des exemples dans beaucoup de villes africaines
qui en connaissent. Donc nous avons pris des experts, nous avons pris un cabinet qui est avec nous ici pour essayer d'étudier le phénomène et tracer les pistes de solutions à travers un rapport qui va être transmis aux plus hautes autorités sur les solutions à court, moyen et long terme. La dernière fois où la ville de Mao a été domptée de cette manière date de 1983. Plus de 4 décennies après, la nature reprend ses droits, entraînant la mort des personnes. Et la délégation promet apporter des solutions idoines dans l'urgence.